Il y a encore les flics. Le complot. Personne ne Ils veut viennent ce t'arrêter, podcast. Félix, pour avoir fait un fuck au ciel. C'est clair, t'imagines, c'est le destin. Ils t'ont vu. Bonjour Félix, Bonjour. bienvenue sur InPower. Merci beaucoup de ton accueil. Écoute, je suis ravie de te recevoir. Plusieurs personnes dans la team aiment beaucoup ce que tu fais et notamment ton éclectisme. Dénoncez-vous, qui êtes-vous? Dénoncez-vous. Mais avant d'entrer dans plusieurs sujets qui m'intéressent, notamment que tu abordes, que ce soit à travers tes écrits, à travers tes spectacles ou maintenant à travers tes chansons, est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ou te connaissent pas bien, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites? C'est toujours difficile les présentations. C'est pour ça que j'ai dit de la comme manière. tu le souhaites. Donc tu peux juste dire Bonjour. j'aime les Bayoki. J'adore les Bayoki. Voilà, mais tu peux juste dire ça. Si il y a eu on a le droit de citer des marques. Ouais, là, nous, c'est bon. Nous, on est en full terrain libre. Ouais. Je pense que tous les gens qui aiment les Bayoki se reconnaîtront. On est ensemble. À la régie, ça salue. Je m'appelle Félix, je suis auteur et interprète. C'est souvent les deux mots que j'emploie parce que c'est suffisamment vaste pour englober tout ce que je fais et suffisamment vague un peu pour que ça laisse une histoire de sentiment mystérieux, intermittent du spectacle. Waouh. Ça fait un peu ça, je trouve. Pourquoi t'as envie d'être mystérieux? Non, mais je trouve que l'art a besoin d'une part de mystère. Enfin, j'aime bien laisser le champ des possibles ouvert. Si c'est trop précis, après, il n'y a plus de rêve. Et le rêve, c'est vraiment l'ADN de notre métier. Donc, je suis auteur et interprète. Auteur de quoi? Interprète de quoi? On ne sait pas. C'était quoi ton premier rêve? Le premier rêve de ma vie? Ah, tu veux dire j'ai dormi et puis je me rappelle plus. Le rêve, quand j'étais enfant, j'avais pas de... Je pense que le premier rêve que j'ai eu, c'était d'être apaisé ou de créer de l'apaisement, Parce que quand j'étais enfant, j'ai beaucoup souffert du silence, de ma famille qui était assez dysfonctionnelle à l'époque, du harcèlement scolaire que je vivais. Et je pense que le premier rêve à court terme dont j'avais envie, c'était espérer que ça s'arrête, enfin, que la violence s'éloigne et qu'il y ait une forme de plénitude. Qu'elle prenne le chemin qu'elle doit prendre. J'ai eu de la chance qu'elle prenne celui de la vie, mais voilà. En gros, je pense que mon premier rêve, ça a été le calme. On rentre direct dans le deep, quoi. Ouais, mais c'est ça que je me demande. Est-ce qu'on enchaîne direct? Mais c'est aussi l'ADN du podcast. Tu vois, est-ce que la psychanalyse commence maintenant? En tout cas, c'est quoi? On va parler de ton enfance dans tous les cas. Parce que tu as déjà été vocale dessus. Cette étiquette de cancre qui est assez peu usitée de nos jours, que pourtant, j'imagine, tu as utilisé ou on t'a apposé pour décrire ce que les profs disaient quand tu étais enfant. Et quand j'ai vu ça, la première chose que je me suis dite, c'est comment se construit-on en pensant qu'on n'est jamais assez? Je pense qu'on est plein à faire ça. Toi, c'était comment ton enfance? On te l'a dit ou pas? On t'a dit à quel point t'étais merveilleuse ou on t'a à l'inverse rabroué? Écoute, c'était un peu d'entre-deux. Moi, j'ai une sœur jumelle, donc en fait, on était juste tout le temps comparés. Ah oui, ça c'est l'enfer. C'est un autre enfer. Ouais, Une autre forme. Chacun son enfer. Oui, c'est clair. C'est clair. Je sais pas comment est-ce qu'on se construit. Mais est-ce que toi, tu te souviens que ça t'a affecté? Ah bah oui, bien sûr. Ça m'a énormément impacté, tant dans le regard de mes parents que dans le regard que je portais sur moi-même, que sur la nécessité aussi, parce que moi, je viens d'une génération où on m'a beaucoup répété, parce que j'ai deux petites sœurs, on m'a beaucoup dit, t'es le grand frère, tu te dois de les protéger, de faire en sorte qu'elles aillent bien. Il y avait un vrai poids sur mes épaules dans la cour de récré. Déjà que je galérais moi, mais en plus, il fallait que je galère en plus pour mes petites sœurs. Et puis, vis-à-vis des autres, dans la cour de récré, du regard des professeurs qui te regardent comme si c'était un moins que rien. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Comprend R. Et j'ai eu de la chance, en fait, en dehors de l'école, de rencontrer la littérature, certains auteurs, d'avoir des sensibilités de poésie, parce que sinon, en fait, j'aurais jamais trouvé ma vocation ni mon chemin. Quand tu arrives en cours de français et que tu te fais chier une heure et que tu comprends pas de quoi on te parle, pourquoi est-ce qu'il faut synthétiser, je comprends pas. Alors que pour moi, la littérature, à l'inverse, quand j'étais dans ma chambre, je me rendais compte que c'était pas synthétiser, à l'inverse, c'était étendre, c'était s'épancher. Donc ça m'a énormément impacté en tant que personne. Je pense que je garderai toujours un peu la sensation de pas être suffisant. Et à la fois, ça fait un terrible défaut et à la fois, ça fait une belle qualité. Je pense qu'il y a que les personnes qui se sont senties moins que rien qui savent ce que ça fait et qui veulent plus jamais que ça arrive aux autres. Donc, Quel trait de caractère as-tu façonné avant tes 18 ans? Quel trait de caractère j'ai façonné avant mes 18 ans? J'ai façonné quoi? J'ai façonné la créativité,
J'ai façonné la discrétion. J'ai façonné la bizarrerie. Ouais, je pense que c'est ça, créativité, discrétion et bizarrerie. C'était un peu les maîtres mots d'avant mes 18 ans. C'est quoi pour toi être bizarre? Euh, Arythmique, hors cadre, hors groupe, pas volontairement. C'est pas une décision de s'éloigner du groupe pour exister, c'est se rendre compte au milieu du groupe que il y a quelque chose que t'as pas compris ou t'entends pas la même musique. Quoi que tu fasses, t'es complètement à côté de la plaque constamment. Et ça a été toute mon adolescence. Et je pense qu'en grandissant, mon travail, ça a été de me prendre en charge et d'apprendre en regardant et de m'éduquer, enfin de me contrôler. Je suis aujourd'hui quelqu'un qui est beaucoup branché mental, qui est très dans le contrôle parce que je sais trop que mon naturel peut parfois être trop passionnel ou trop colérique ou trop joyeux. Enfin, j'ai des sensations qui peuvent être parfois pas aux bons endroits. Est-ce que tu as fait une thérapie ado? J'en ai fait plusieurs avec plein de gens. C'est pareil, c'est l'histoire de ma mère et de moi, c'est que en gros, j'allais pas bien quand j'étais enfant et que ma mère est très superstitieuse. Enfin, elle croit à plein de choses qui sont un peu parallèles, les médecines parallèles. Donc, elle m'a fait voir un tas de thérapeutes un peu particuliers. Tu vois, j'ai été voir des gens qui soignaient avec des cailloux magiques. J'ai été voir des gens qui tirent des cartes, qui secouent des pendules. J'ai vu des vrais psys. Mais les rares vrais médecins que j'ai pu côtoyer, bah, je les ai côtoyés très peu de temps. Donc, ça a été un grand drame pour moi. Et aujourd'hui, c'est devenu une blague. Enfin, c'est devenu un running gag avec ma mère parce que je sais qu'elle le faisait par amour et pour m'aider, mais en fait, putain, j'aurais juste eu besoin de. Bon. Qu'est-ce que ça aurait changé si t'étais resté en thérapie Je sais pas, j'y suis pas. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression d'être un peu tordu. J'ai l'impression d'être, tu sais, que tout le monde se construit un peu avec la matière qu'il a autour de lui. Et que comme j'avais pas grand chose et que j'étais vachement tout seul, je me suis fait tenir avec des bouts de scotch. Et puis j'ai mis un corde avec un nœud et puis un truc. Et je me sens vraiment bancal. Mais la vérité, c'est que ça tient debout. Et c'est tout ce qu'on demande. Et surtout, en fait, comme j'ai grandi avec et que c'est moi qui l'ai fait tout seul, je sais comment je fonctionne. Et c'est une des plus belles qualités qu'on puisse avoir. Il y a trop de gens qui se connaissent pas, qui n'ont pas pris le temps de se connaître, de s'interroger sur ce qu'ils sont au fond et qui font subir aux autres leur personnalité. Moi, j'ai eu le temps de faire deux, trois fois le tour de ma tête. Je connais la lumière et les cachots, quoi. Ça ressemble à quoi les cachots? Ça m'appartient. Comment tu as fait pour garder ta singularité qui est quand même importante et qui te permet d'être qui tu es aujourd'hui, tout en essayant de rejoindre un chemin plus conventionnel, nécessaire dans une société, en tout cas si on veut s'y insérer, si on veut y performer? Ça n'a jamais été une décision d'être singulier. Au contraire, toute mon enfance, je l'ai passée à vouloir être comme les autres et à être déçu de moi. Par contre, on comprend très vite que dans le monde dans lequel nous grandissons, si tu refuses les règles du Monopoly, tu vas pas jouer de partie. Il faut comprendre que malheureusement, il y a des règles. Et ces règles-là, il faut que tu les apprennes par cœur pour ensuite pouvoir les tordre et t'immiscer et repousser les cases. Et c'est tout ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Je fais les choses dans l'ordre, mais par contre, je tolérerai jamais de faire des concessions sur des valeurs ou sur des envies créatives. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est parfois plus long que certains collègues, enfin, c'est parfois plus long, ouais. J'ai des amis qui ont percé bien plus vite que moi, j'ai des amis qui ont eu beaucoup plus vite de l'argent que moi, beaucoup plus vite épanouis. Et ça a été un long chemin de croix. Mais quand c'est toi, en fait, t'es obligé d'y croire. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du si ça marche pas comme ça marchera pas et il faut pas que ça marche de toute façon. Et comment t'as appris à faire partie du système? Parce que de ce que je comprends, et ça se trouve, ce n'est pas le cas, Je t'en prie. c'est que du coup, avant tes 18 ans, tu détonnais, tu avais ta propre personnalité, tes propres singularités, et tu avais du mal à être intégré, et qu'après tes 18 ans, tu as fait en sorte de prendre certains codes, ou en tout cas de te ranger plus dans des rangs, pour pouvoir quand même naviguer à travers ce système. Mais qu'est-ce qui t'a permis d'y arriver? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent peut-être, qui se sentent en dehors du système conventionnel ou qui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas vraiment y appartenir, mais qui ont quand même envie d'y mettre un pied pour pouvoir s'épanouir.
qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que toi, t'as mis en place qui t'a permis d'y arriver? Euh, la- le point de départ, je pense, c'est déjà s'entourer de gens qui partagent à minima notre sensibilité ou notre rythme de croisière. Je pense que c'est toujours bien de s'entourer de gens qui prennent soin de nous et qui nous font sentir à notre place. Quand t'es pas avec les bonnes personnes, qui te font sentir bizarre ou trop ceci, trop cela, en fait, il y a comme une discordance. C'est important de côtoyer des gens qu'on aime et qui nous aiment. Ensuite, tu sais, quand t'as posé la question, c'est la chanson de Anne Sylvestre, Les gens qui doutent. Il y a ceux qui, avec leur chaîne, font un bruit de grelot. Et je pense que c'est le résumé du métier artistique. C'est de prendre tout ce qui nous pèse, prendre nos chaînes dans les mains et d'essayer de faire de la musique avec. Et il y a quelque chose de ça. Ce qui a changé de mes 18 ans à avant, à après, c'est juste la connexion avec le théâtre, avec l'écriture, et de réaliser que ce défaut que j'avais de la sensibilité pesante et engluante, cette sensibilité-là, si je la mettais au service de l'art, ça pouvait faire résonner d'autres gens qui, du coup, se sentaient mieux. Et moi, ça me faisait se sentir mieux aussi. Donc j'ai tout misé là-dessus. Enfin, c'est devenu naturel. D'un coup, j'ai compris que ma vocation était là et je l'ai jamais lâchée. T'as commencé par quoi? Qu'est-ce qui t'a appelé d'abord, le théâtre? Tout d'abord, c'était l'écriture. Enfin, sans vocation de travail quelconque. J'étais un enfant, je tenais un blog à l'époque. Je sais pas si tu te rappelles. Bah oui, je me rappelle, un Skyblog. T'avais un Skyblog, toi? J'avais un Skyblog, Lady Louise. Ah, tu te rappelles du pseudo? Ouais, je me rappelle du pseudo. Incroyable. Lady Louise. Et tu mettais ta vie? Écoute, je crois qu'au début, c'était un peu ma vie, puis après, c'est une curation de choses que je trouvais stylées, qui très certainement ne le sont pas, mais qui me paraissaient. C'est tellement dommage qu'ils les aient supprimés. Je pense que ça aurait été merveilleux de tous se les voir à 45 là, ans. ça nous aurait fait du contenu pour aujourd'hui à foison, quoi. Ah ouais, de ouf. T'aurais commenté le toit d'il y a 15 ans. Je l'avais fait dans un spectacle il y a pas longtemps. Que j'avais... pareil, c'était un truc... bon, c'est peut-être on a le droit de digresser. Hein. Ah ouais, bon, alors, c'est la grosse digression, mais... en gros, ma mère aime beaucoup ce que je fais. Elle est très fan. Enfin, elle a envie de m'aider, quoi. Mais elle sait pas faire, comme mon père. Et en gros, pour ma mère, ce que je fais est facile, parce que je suis un génie. C'est son idée, quoi. Ce n'est pas du tout le cas. Je travaille juste et je galère. Et en gros, un jour, il y a quelqu'un qui nous contacte et qui nous dit « On aimerait que Félix fasse un spectacle sur son enfance et sur Jean de La Fontaine. » Et je dis « Mais maman, j'ai déjà 2 spectacles, c'est mort, quoi. » Et ma mère me dit « Pas de problème, je dis non. » Et en fait, elle a dit oui, sans me le dire. Mais non. Et j'étais sur Facebook à Paris et je vois un post avec marqué demain représentation de Félix Radu sur Jean de La Fontaine. Et j'appelle ma mère en catastrophe. Elle me dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle me dit non, t'en fais pas, j'ai acheté les billets, tu pars ce soir. Mais j'ai pas de spectacle. Elle m'a dit mais tu fais comme d'habitude. Ça veut dire quoi comme d'habitude? Rien. Et donc je me suis mis à écrire un truc et pour faire de la matière, j'ai été repioché dans ce fameux Skyblog, les tout premiers poèmes que j'avais écrits et je les ai partagés aux gens pour leur montrer à quel point y a pas de magie en fait. C'est juste des gens qui démarrent à un point qui est pas fou et juste qui rincent, qui travaillent, qui rincent et puis... Qui s'améliorent. Ouais, c'est un amoncellement d'apprentissage, de lecture aussi, de s'enrichir. Enfin, il n'y a pas de magie, il n'y a pas malheureusement de recette magique. Voilà, digression terminée. Mais donc j'avais un Skyblog. Et pourquoi? Ah oui, on parlait de l'écriture. Et ça a été mon premier point de connexion avec l'art, c'était d'écrire. Je voulais faire comme Victor Hugo. J'étais passionné par Victor Hugo. Pourquoi? Je sais pas. C'est le mystère de mon enfance, ça. Je sais pas. C'est vrai? T'arrives pas à savoir qu'est-ce qui te fascinait chez Victor Hugo? C'était beau. Je comprenais pas de quoi il parlait parce que Victor Hugo était quelqu'un d'assez impliqué dans sa génération, dans son époque. Il y avait des poèmes qui étaient très politiques. Mais en fait, quand je lisais les vers de Victor Hugo, il y avait une harmonie dans sa manière de parler, d'agencer les mots. Et quand je les lisais, j'avais vraiment ce gargouillis dans le ventre de quand tu tombes amoureux de comment est-ce qu'il a fait pour que les mots qu'on emploie tous les jours et qui nous paraissent anodins comme de l'eau plate, là, c'est genre du vin. Enfin, je connaissais pas encore le goût du vin, mais... Du champagne. Champagne, enfin c'est pétillant bien sûr. Enfin, et il y avait un truc de... Et donc je me rappelle que ma mère m'avait acheté ce livre en se disant bon, il le lira pas. Et je passais mes nuits à essayer de retenir par cœur les poèmes de Victor Hugo parce que j'avais envie de parler comme ça, comme lui. Et donc je me suis mis à écrire. Puis j'étais très amoureux quand j'étais petit. J'étais un petit cœur d'artichaut. Dès qu'il y avait, tu vois, la petite fille dans la cour de récré, j'étais en mode oh, je suis amoureux d'elle. Il faut que j'écrive des trucs. Alors j'écrivais dans mon cahier. Et donc je tenais ce Skyblog où à la place de donner les lettres que j'écrivais et les poèmes que j'écrivais à ces filles, je les postais sur mon Skyblog. Et donc j'avais pas mal de correspondantes à l'époque. Je parlais avec 10-15 correspondantes qui venaient de partout, France, Belgique. Et ça a été mon premier rapport à l'amour, mon premier rapport à la séduction, ça a été par des lettres. Et tout le travail était de bien écrire ces lettres et de faire preuve de poésie.
J'avais 14-15 ans, donc ça a été mon premier rapport au romantisme, c'est ça, l'écriture. Ensuite, j'ai découvert le théâtre. Et au théâtre, j'ai réalisé qu'en fait, on pouvait interpréter ce qu'on écrivait. Et puis j'ai dit à mon professeur, plutôt que d'interpréter les textes des autres, est-ce que je peux faire les miens? Elle m'a dit, ah oui, c'est vrai. Et comment ça s'appelle? Elle m'a dit, théâtre, je suis merveilleux. N'en dites pas plus, c'est nos morts. Je signe. Oui, de ouf. Et ça a démarré comme ça, j'ai commencé à jouer mes textes très maladroitement, et ma professeure de théâtre a été chambée, super adorable. Elle a convoqué mes parents, elle leur a dit, voilà, écoutez, ça arrive rarement dans un parcours scolaire, mais il faut absolument pas que vous convainquiez votre fils d'arrêter le théâtre, parce qu'il y a un truc qui se passe, il y a quelque chose de joli, il faut en prendre soin. Et mes parents se sont ralliés à la cause. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 17-18 ans. Ouais, donc c'était le lycée, quoi. Ouais, 17-18 ans. Mes parents commencent à comprendre que je veux faire du théâtre. On me laisse aller avec mon grand-père faire des scènes ouvertes dans des endroits un peu perdus de Belgique où il y a 15 personnes, dont 3 au bar en train de se mettre des picoles. Et genre, je pense vraiment, j'ai vu dans le regard de mon père, à chaque fois que j'y retournais, le truc de mais pourquoi il y va? Il perd de l'argent, il perd du temps, personne ne l'écoute, c'est presque humiliant. Et j'ai vu mon père un peu fasciné en mode ok, c'est donc ça une vocation, enfin, c'est ça que mon fils veut faire. Il m'a vu galérer pendant des années et c'est la galère qui l'a convaincu que avec les dents, avec les coudes, je le ferais, j'avais envie de le faire, quoi. Comment t'as appris à gérer, vu que t'as finalement pas eu de réelle thérapie, ces émotions dont tu parlais, cette sensibilité qui te colle à la peau, pour avoir reçu des personnes sur ce podcast qui ressentent aussi, peut-être plus fort que la moyenne, les émotions, ça peut vraiment être vécu comme un fardeau, voire une malédiction. Comment on arrive à l'accepter et peut-on en faire une force? Je dis pas que c'est toujours le cas, je pense qu'il faut pas embellir non plus la réalité. Non mais tu vois, je pense que ça peut être vraiment terrible, mais voilà, comment est-ce qu'on fait en sorte de réussir peut-être à rééquilibrer un petit peu le curseur? De la sensibilité? Ouais, de la sensibilité, ouais. Je sais pas bien. Je sais pas. Je suis pas sûr qu'il faille rétablir un curseur sur une sensibilité. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'on ait accès au curseur. On est comme on est, mais... Genre toi, par exemple, tu te laisses toucher et atteindre pleinement, même si ça fait très très mal, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde, Ah oui. sans essayer de, tu vois, entre guillemets, te raisonner ou t'endurcir ou te protéger. S'endurcir serait terrible parce que ça signifierait presque s'isoler de la sensation. Être vivant, c'est ressentir, et donc plus on ressent, plus on est en vie. Il faut d'ailleurs être plutôt fier, enfin, de percevoir des degrés de tristesse ou de colère ou de joie que d'autres ne perçoivent pas. Enfin, je pense que c'est plus une sorte de force qu'une malédiction. Après, c'est sûr qu'il y a des revers de pièce et que ça peut être terriblement pesant et que ça peut nous amener plus bactères et qu'on peut être du coup plus vulnérable aussi aux choses. Le monde est assez dur. Enfin, je suis pas du tout du discours que le monde est extrêmement bien fait. Je trouve les lois de l'univers terribles et intolérables. Les lois des hommes et d'une violence sans borne, et on se prend des coups tous les jours et il faut remonter sur le ring et se prendre des droites. Mais ça fait partie du jeu. Enfin, il y a un truc de... Si t'es pas sur le ring, où est-ce que t'es, quoi? On se reposera quand on sera mort. Et les coups qu'on prend, en vérité, c'est merveilleux. Enfin, pour moi, si tu perds beaucoup, c'est que t'as misé beaucoup sur la table. Et il n'y a rien de plus merveilleux que d'être à la table et de miser ses jetons. Et c'est pour ça qu'on est là. Tant mieux si t'es sensible, franchement, tant mieux, c'est que t'as plus à miser sur la table. C'est quoi le dernier coup de poing que tu t'es pris? Ouf. euh... Sors-toi de la Félix. J'ai rompu là récemment avec mon amoureuse, qui du coup n'est plus mon amoureuse. Et pour le coup, je crois que je l'ai pas vu venir, donc ça a été une belle droite. Mais c'est pas le sujet, du coup, c'est que là, je suis en train de faire la promo de mon album sur lequel j'ai travaillé. Et c'est un album sur lequel j'ai commencé à travailler quand je l'ai rencontré. Et cet album raconte vraiment une histoire d'amour en long, en large, en travers. Et ce qui est terrible, en fait, c'est que j'ai écrit le récit d'une histoire qui s'arrête, et elle s'est arrêtée le jour du lancement de l'album. Et c'est pas simple. C'est pas simple.
où est-ce que je veux en venir? C'est que là récemment, comment est-ce que je me sors de là? Là récemment, j'ai fait une scène où le producteur m'a dit pour faire cette scène, il faut absolument que tu fasses une reprise d'un titre. Et j'ai proposé de faire Ton héritage de Benjamin Biolay, qui est un des textes que je trouve merveilleux et qui répond bien à la question de l'album, qui est qu'est-ce qui reste après l'amour? Il reste les enfants, et puis cette lettre à l'enfant, je la trouve belle. Et il fallait une voix féminine dessus, et il m'a semblé inenvisageable d'appeler quelqu'un d'autre que mon ex-amoureuse, enfin ça faisait cohérence avec le parcours artistique. Donc j'ai appelé mon ex-copine, et je lui ai dit, écoute, je vois personne d'autre chanter cette chanson, je sais qu'on n'est plus ensemble, mais j'aimerais vraiment beaucoup que ce soit toi qui viennes faire les chœurs. Donc elle est venue au studio, et on a chanté tous les deux. C'était la dernière journée qu'on a passée ensemble. Et quand on était dans le taxi, je pense qu'on a pleuré tous les deux, chacun de notre côté, quoi. Et je lui ai envoyé un message pour lui dire, écoute, pour Biolay, c'est la lettre à l'enfant qu'il a eu, et pour nous, ce sera la lettre de l'enfant qu'on n'aura jamais. Voilà. C'est le dernier coup de poing que je me suis auto-infligé dans la tronche, qui m'a bien rincé la gueule. Mais tu regrettes pas? Bien sûr que non, au contraire. Non, regrette jamais. Au contraire, je suis plus que heureux d'être capable de quitter quelqu'un dans l'amour, la tendresse et le respect. Et puis c'est super important. Enfin, plein de gens aiment, et donc tout le monde pense que tout le monde sait aimer, alors que pas du tout. C'est quelque chose qui s'apprend. Et comprendre que c'est pas parce que le couple s'arrête que l'amour s'arrête lui aussi. Moi, j'ai mis des années à l'apprendre, et c'est super important. Quand l'autre s'en va, ou si toi tu t'en vas, ça veut pas dire que l'amour il s'arrête, ou que ça a été une erreur, ou que tu t'es trompé de chemin. Au contraire. Savoir s'arrêter au bon moment, avant de blesser l'autre, avant de le tromper ou de le trahir, c'est la plus belle des preuves d'amour. Et le fait qu'elle ait eu la délicatesse de me dire, écoute, voilà, moi je pense que mon chemin il est ailleurs aujourd'hui, tu peux que le respecter. Et j'ai été super heureux qu'elle prenne le temps de me le dire, d'être à l'écoute, et on s'est quitté dans le... Donc au contraire, c'était merveilleux de l'avoir sur ce titre de Ton héritage. Et voilà. Comment t'as appris à aimer? En aimant. Je pense qu'on devient meilleur par la pratique. Pas sûr, il y a des gens qui se trompent énormément. Il y a des gens qui apprennent pas. Je pense que quand t'aimes vraiment quelqu'un, enfin, parfois on se trompe, on dit amour alors que c'est pas de l'amour. Parfois c'est du désir, parfois c'est de l'ambition, parfois c'est de la... Comment est-ce qu'on appelle ça? De l'admiration. Le vrai amour, enfin, il est porté sur l'autre. J'ai vraiment la sensation que quand t'aimes quelqu'un, tu es censé pouvoir dire que ce soit avec ou sans moi, je veux le bonheur de cette personne. Pour moi, c'est ça l'amour. J'arrive à un point où cette personne, en fait, je veux lui apporter tout ce que je suis capable d'apporter. Et si un jour, c'est plus moi qui peux le faire, ça ne me concerne plus. Je pense que aimer profondément quelqu'un et d'avoir la chance d'être aimé en retour, dans une relation saine et constructive, ça peut que t'apprendre à grandir, à mûrir et à être une meilleure version de toi-même. Je dois énormément à toutes les histoires que j'ai vécues. Même celles avec qui je parle plus aujourd'hui, elles m'ont apporté autant de joie que de chagrin. Et comment tu fais pour finalement ne pas flancher quand tu as une étape aussi importante dans ta vie que le lancement de ton album, le jour où vous rompez? Tu vois, en plus en étant quelqu'un de très sensible, comment tu fais là aussi, c'est des conseils... et je te pose la question à toi, mais indirectement, c'est pour aider nos auditeurs, nos auditrices. Quand il y a des événements qu'on maîtrise plus ou moins, qui nous tombent dessus, qu'on doit faire avec, et qu'en fait, ça n'empêche que derrière, on a des ambitions, des attentes, des choses à délivrer. T'as pris un bain froid tous les jours pour te réveiller? Mais c'est ça, quoi. Un bon bain froid. C'était terrible. Je sais pas... Je pense aussi on s'accroche à tout. Enfin, quand on tombe dans le ravin, il y a quelque chose, on s'accroche à tout ce qu'on peut. Aux amis, au travail, il faut rester en vie, il faut absolument rester debout. Et la chance que j'ai, c'est que je fais un métier qui me passionne énormément. Je sais que ça aide beaucoup de gens. Je trouve ça beau. Et surtout, en fait, comme ce projet-là, en l'occurrence, il faisait écho à toute cette belle histoire, il fallait absolument pas qu'on gâche tout ça pour la fin. La fin, c'est pas une fin, c'est un tournant, un virage. Enfin. Donc oui, il a fallu se mettre 2-3 claques le matin. Ça a été très dur de faire la promo parce que bah, tu pleures dans ton salon et puis 5 secondes après, tu dois faire une story en disant « Salut les gars, vous allez bien ?» Super dur. C'est une sorte d'ambivalence un peu chiante, mais ça fait partie de ce métier. Et quand on le fait, il faut savoir le faire aussi quand ça va pas. Sinon, c'est plus un métier, sinon c'est juste un passe-temps.
Le concept même de la passion, c'est ça, c'est que tu le veuilles ou non, tu dois le faire parce que c'est ta mission, parce qu'il y a des gens qui attendent ça de toi, parce que sinon ta vie n'a plus de sens. J'ai joué sur scène le jour où ma grand-mère, on l'a retrouvée morte sur le sol. C'était pas simple. J'ai joué sur scène alors que mon grand-père venait de se faire renverser devant moi. J'avais du sang caillé sur les mains pendant que je jouais. C'était pas simple non plus. Et juste, il y a un appel qui te dépasse en fait. Pour moi, l'art dépasse tout. Et ma vocation, c'est ce pourquoi je suis debout. C'est sûrement ça qui m'a permis de traverser l'enfance sans y laisser des PV. Donc, je dois trop de choses à ce métier que pour me permettre de pleurer dans mon coin. Il faut pleurer, mais sur scène. Tu encourages le fait de prendre des risques, d'oser et de finalement pas se soucier de la performance. Je trouve que c'est une idée extrêmement noble, Ah, c'est gentil. mais difficile à appliquer dans un monde où la performance détermine tellement de choses. Et particulièrement dans nos métiers, je le sais, ni toi ni moi ne pourrions faire ce qu'on fait aujourd'hui s'il n'y avait pas une forme de performance, s'il n'y avait pas, si on n'était pas aussi mesuré en permanence par ce qu'on délivre. Alors, je trouve ça assez triste, hein, moi, comme constat dans l'absolu. Mais du coup, je me demande comment tu arbitres entre faire uniquement ce que t'aimes parce que tu l'aimes, mais qu'il y a quand même, au final, un périmètre ou un critère performance à prendre en compte. Oui. Après, je pense aussi il faut savoir définir ce en quoi t'es bon, ce que t'aimes faire et ce qui peut plaire aussi à des gens. Et des chemins différents s'offrent à toi en fonction de la réponse. Je connais des gens qui sont passionnés de théâtre et qui le font après leur taf, pour le kiff, dans des petites troupes amateurs. Et en fait, juste, ça leur suffit amplement et ils sont foudrement heureux de graviter autour de textes, etc. Et en fait, c'est pas du tout la même vocation que quelqu'un qui veut plaire à un public et qui veut monter à la capitale et faire des sacrifices. Enfin, tout ça, c'est des décisions de vie. J'ai jamais visé la performance. Par contre, c'est sûr que moi, en point d'orgue, j'ai absolument envie et besoin de connecter avec des gens, que ça plaise, que ça fasse écho. Donc forcément, tu fais pas les choses pour toi, tu les fais pour les autres. Je pense vraiment que c'est une distinction à prendre en compte. Si tu fais les choses pour toi, pour moi, t'es pas totalement au bon endroit. En tout cas, si tu veux en faire un métier rémunérateur, etc., c'est pas. Faut faire les choses pour les autres un peu quand même. Et dans ce pour les autres, eh ben, il faut que tu prennes plaisir à le faire. Enfin, le fond c'est pour les autres, la forme c'est pour toi un peu, dans une certaine mesure. Donc, quel est ton rapport aujourd'hui à la performance ? Euh, le bon exemple par exemple, c'est. Ouah, le bon exemple par exemple, super. Poète, magnifique. L'album sera dans la description. La bonne promo, tu sais, vraiment le nul. Le bon exemple, c'est les chroniques que j'ai faites à la radio il y a 5-6 ans. La radio m'appelle en me disant voilà, on a un chroniqueur star qui est absent. On doit le remplacer pour 3 papiers. Est-ce que ça te plairait de venir les faire ? En plus, moi, à ce moment-là, j'ai 200 personnes sur ma page Facebook. Enfin, je suis pas très, très connu du tout. Ils se disent voilà, on fait venir un petit stagiaire, il coûtera pas cher, il sera gentil, il sera content. Et le mec, en fait, oublie de m'expliquer ce que je suis censé faire parce qu'il part du principe que je le sais. En raccrochant, je me dis c'est la première fois qu'on m'appelle pour me donner une heure d'écoute où je peux dire ce que je veux. Donc j'écris un petit texte, un poème sur l'amour qui me plaît à moi, pour le coup. Je le fais à la radio et en sortant, personne ne m'adresse la parole. Et durant la lecture de ce texte, je sens vraiment que le présentateur radio se raidit. Il m'appelle, il me dit « Tu n'as rien compris à la radio, ça ne marchera jamais. » C'est pour le coup une mauvaise performance. Il n'y aura pas de vues, il ne va pas y avoir de repartage. Personne n'a envie d'écouter de la poésie le matin. Il faut absolument que tu changes ton fusil d'épaule pour faire quelque chose de plus commercial, de plus populaire. On va t'envoyer des exemples. Bref. Il raccroche. Et il poste la retransmission de mon papier sur Facebook vers 21h, enfin le soir, en se disant peut-être ça passe pendant la nuit. Et quand je me réveille le matin, on a fait un truc comme 1 million de vues. Et c'est la première fois de ma vie que je fais 1 million de vues. Et il me rappelle, il me dit mais c'est merveilleux, mais on a toujours su que c'était ça qu'il fallait faire, la poésie c'est chez moi. Et en fait, il m'a proposé un contrat à l'année. Et j'ai commencé à faire du coup des papiers qui me plaisaient à moi, mais qui en même temps avaient ouvert une genre de brèche en mode dis donc ça peut plaire à plein de gens aussi. Et arrivé à un certain stade, je crois que j'en ai fait 10, on est arrivé à des stats qui étaient de l'ordre des 10 millions de vues, enfin c'était trop.
Il m'a semblé que c'était trop. Et pour le coup, je rentrais dans une performance de je veux refaire les mêmes chiffres, je veux plaire à ce gros audimat. Donc j'écris plus tellement ce que je veux, mais ce que je pense qui pourrait plaire aux gens. Et tu deviens, comme l'a dit Orelsan, le mec piégé dans le costume à Disney. Enfin, tu deviens une caricature de toi-même. Et j'ai décidé d'arrêter la radio. J'ai contacté et je leur ai dit je m'arrête. Ils m'ont dit mais t'es fou quoi, on est en train de faire 10 millions de vues, pourquoi t'arrêtes? Et j'ai dit bah, parce qu'en fait j'y prends plus de plaisir et parce que ça ne me ressemble plus et que je suis dans la performance plutôt que dans l'élan créatif. Moi ce que je veux c'est faire des choses qui font sens pour moi et qui font sens pour les autres. Et je m'en fous de faire des vues, je m'en fous de faire de la thune. La thune ça vient, ça part, on s'en branle. Donc le jour où ton spectacle est trop complet, tu l'arrêtes? Non, c'est pas ça que je dis, parce qu'il peut rester complet, mais pourvu que je garde le sens de ce que je dis, Ouais. pourvu que ça fasse. Parce que d'ailleurs, mon seul en scène, je l'ai fait pendant 10 ans, tellement il faisait sens pour moi et que je trouvais qu'il y avait un. Mais si à un moment tu rentres dans la performance pure, uniquement pour continuer de faire des stats, pour continuer d'engranger de l'argent, de la popularité, en fait, tu t'égares, t'es plus dans la bonne mission. Et je pense d'ailleurs ton art empathie, dans une certaine mesure, ce que tu fais devient un peu creux, un peu vide. Et je suis bien plus pour mourir anonyme en ayant écrit la plus magnifique des pièces, plutôt que de mourir célèbre pour avoir fait des twerks devant mon frigo, quoi. J'attends la vidéo. Cela étant dit, j'ai rien contre les gens qui twerkent. Twerkez autant que vous voudrez. J'adore. Mon Insta. Mon Insta. Arrobas. Comment tu fais pour... J'aime beaucoup les comment avec toi, c'est marrant, je suis en train de le remarquer. Tu fais plein de comment? Ouais. Plutôt que des pourquoi. Alors qu'en plus, j'ai l'impression que t'es un gars beaucoup plus du pourquoi que du comment. Ah, il y a des gens pourquoi, il y a des gens comment? Bah là, en tout cas, je remarque que je suis vachement dans le comment. C'est que trop j'attends, peut-être à un moment je vais switcher, mais j'en vois quand même celle-ci. Comment tu fais pour ne pas te laisser affaibli par tes échecs ou par tes difficultés? Parce que donc là, on parle de performance qui marche très bien. J'imagine, comme tout humain, tu en as eu qui n'ont pas marché tellement, voire pas du tout. Et en fait, je trouve que ça peut être difficile, notamment dans un monde très public, parce qu'on a l'impression que parfois que ça nous définit. Et parfois, je vois un peu les échecs comme tu sais, des espèces de flèches qu'on nous lancerait. Et en fait, quand on a trop, t'arrives plus à avancer parce que c'est trop, quoi. Tu peux plus encaisser. Ah, je comprends, oui, bah, j'ai un peu ça aussi. Ah, cela étant dit, je t'avoue que personnellement, je juge rien de ce que j'ai fait étant une réussite. Hein. Pour moi, je n'ai que des échecs actuellement. Je n'ai fait que rater. La chance que j'ai, c'est que j'ai raté et que même en ratant, enfin, t'avances toujours un petit peu. Enfin, même en tombant, t'avances de 500 mètres, c'est bien. Pourquoi t'as raté? Qu'est-ce qui fait que tu considères que Parce la que- radio, c'était un raté? Ah bah oui, Comment ça aurait été un succès? je sais pas. Déjà, la radio, ça aurait été un succès si j'avais réussi à m'épanouir dans l'exercice que j'ai pas réussi à faire. J'ai très très mal vécu la mise en lumière soudaine avec les populations qui arrivent, autant par amour que par haine. J'ai très mal vécu ces remous et ces attentes. Il y a énormément de gens qui d'un coup en fait se reposent sur toi et pour quelqu'un tu sais qui a un peu d'empathie et tout, t'as envie d'aider tout le monde, t'as envie de sauver tout le monde et tu te rends compte qu'en fait l'incendie il est pas que dans ton cœur à toi, il est partout sur la terre et t'as envie de... Et tu te sens impuissant et vraiment c'est ça le sentiment d'échec. Tu te sens incapable d'aider alors que c'était la mission pour laquelle tu t'es levé le matin. Tu te dis putain je vais faire ça pour aider les gens. Puis tu regardes tes DM et t'as que des gens qui sont en détresse émotionnelle, qui se sentent seuls, qui ont envie de mourir et qui disent merci vous m'avez sauvé, merci je suis malade. Et en fait t'as un truc où... Ah les gars, on va pas s'en sortir en fait, le bateau il coule, on est tous sur le Titanic. C'était un leurre. C'était un leurre. Et donc, et puis pareil, enfin, un texte, même s'il est joli, il sera jamais aussi joli que ce que t'as dans la tête. C'est terrible de se dire qu'on a des couleurs immatérielles dans le bide. Enfin, moi j'ai des sensations, et j'arrive pas à les traduire parce que j'ai rien d'autre pour le faire que de l'encre bleue et du papier. Enfin, tu sais, il y a un truc où tu dois un peu leurrer, quoi. Tu dois un peu faire comme si ça ressemble plus ou moins. J'ai vraiment l'impression de ce jeu où tu vois quelque chose et t'as de la terre glaise et tu dois faire deviner aux gens avec de la terre glaise alors que le truc est merveilleux et t'as juste de la terre glaise. Est-ce que c'est pas aussi une forme de biais égotique? Tu trouves que que j'ai un biais égotique? Bah, alors déjà, le fait... J'adore le fait que tu le ramènes à toi, confirme la théorie, mais en l'occurrence, je parlais pas de toi. Je me dis, parce que je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais je me dis, est-ce que c'est pas que juste dans notre tête, on embellit tellement ce que ça pourrait être parce qu'on aime notre idée, que quand on la réalise, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on imaginait parce qu'on imaginait trop. Oui, c'est sûrement. Mais ça crée une ambivalence chiante où à la fois
Du coup, tu as des idées que tu juges géniales et à la fois tu te sens nul parce que tu es incapable de les réaliser correctement. Et j'alterne constamment entre des éclats de oh, ça va être sublime si j'arrive à faire ça et j'ai jamais fait que ça. Et mon seul en scène qui a tourné pendant 10 ans, enfin, genre, je suis très heureux, j'ai pu manger avec, il a grandi avec moi. Je le trouvais pas assez bien, pas assez rythmé, pas assez bien écrit. Les poèmes que j'écrivais quand j'étais enfant, catastrophe. La pièce que j'ai montée, évidemment, j'y ai mis tout l'amour du monde pour la femme que j'aime. Malgré tout, elle était pas assez bien pour cette femme qui était exceptionnelle. La pièce n'était pas assez belle, j'ai pas assez bien joué. Enfin, il y a quelque chose de... C'est pour ça que j'aime le théâtre, en fait. C'est qu'au théâtre, comme il y a une sorte de répétition de l'action artistique, puisque tu rejoues la pièce tous les soirs, il y a comme l'espoir du miracle. Et ça me parle beaucoup. Beaucoup plus qu'au cinéma où tu joues et en fait, le miracle, tu le crées, tu le fabriques de toutes pièces. Et puis forcément, à chaque fois que le spectacle s'arrête, que la lumière s'éteint, évidemment, rien ne s'est passé. Le ciel s'est pas ouvert. Enfin, il y a quelque chose de... C'est un échec constant, mais c'est le plus miraculeux des échecs. Il y a quelque chose de... Tu sais, c'est la phrase de Cyrano de Bergerac, je trouve, qu'Edmond Rostand a tout résumé, en fait. Il a écrit Que dites-vous, c'est inutile, je le sais bien, mais c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Et il y a un peu de ça. On y reva, et on y retourne, et on recommence. Donc, tu idéalises finalement un peu le monde de l'art. Oui. Bah, je pense que le monde de l'art est une idéalisation. C'est la version améliorée, colorée de la réalité dans laquelle on est. Et il faut être porté par l'espoir du miracle quand on est artiste, un petit peu. Il faut être porté par des grandes idées, des grands espoirs. Est-ce que cette recherche d'idéal t'a conduit à des désillusions? Et si oui, quelle est peut-être la plus grande désillusion que tu as vécue jusqu'à présent? J'en ai vécu plein, évidemment, des désillusions. Le monde est une désillusion constante. Quand t'es enfant, de toute façon, on te vend un monde qui n'est pas la réalité. Enfin, t'as le Père Noël, la petite souris, tes parents savent tout, ils sont là pour te protéger. La mort n'existe pas vraiment encore. On parle d'absent, enfin... Il y a du coton partout autour de toi. Tu connais pas la guerre, ou alors de très loin. Le monde s'arrête à la cour de récré. La désillusion, la première désillusion, c'est la mort, je pense. Ah bon, donc dans les règles du jeu, un jour on s'en va. Et on s'en va pour combien de temps? Toujours. Et on fait quoi pendant toujours? Rien. Ah ok. Pourquoi on n'est pas en train de manifester dans la rue alors? C'est pas injuste de ouf? Oh, on s'y fait, tu verras. Ah bon? Je vais m'y faire? Ok. Tu t'y es fait? Jamais. Je refuse de m'y faire. Ça me révolte. Et je trouve ça fou qu'on arrive avec le temps à se contenter de ça, S'accepter. à accepter cette idée, à se dire ok, bon, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, c'est sûr et certain, mais mon Dieu, un peu de révolte, quoi. C'est injuste de ouf. J'ai pas envie de mourir et j'ai pas envie que les gens que j'aime meurent. Genre, j'ai envie de faire des manifs dans la rue et faire des fuck au ciel en mode non, je veux pas, c'est hors de question, je boude. J'ai envie de bouder. On parlait du fait que l'inutile est beau, bah oui. Tu peux bouder la mort, mais ça ne l'empêchera pas de venir. Je boude la mort, je boude de Dieu, je boude le destin, je boude tout. Puis l'amour aussi est une grande désillusion au début, parce que quand t'es porté par les Disney, par la littérature romantique que peuvent dessiner Victor Hugo, Alfred de Musset, avec le coup de foudre au premier regard et cet amour qui dure toujours et qui est facile et qui est simple, quand tu arrives dans le vrai monde et que tu rencontres quelqu'un pour qui tu peux avoir du désir ou de l'affection, enfin que tu démarres une histoire, tu réalises très vite que l'ennui va faire partie de la partie. Il y a un moment dans un couple tu t'ennuies un peu, et puis t'as pas toujours le bon mot. Et puis parfois on n'est pas d'accord, et puis parfois on se dispute, et on n'a pas les mêmes envies. Et c'est là que le véritable amour commence, en vérité. Mais d'abord, tu te dis « Oh, l'amour s'arrête ». Alors qu'en fait, non, l'amour commence. Et ça, c'est la première désillusion qui d'abord m'a provoqué énormément de colère envers la littérature, en me disant « Mais en fait, ils mentent, ces bâtards ». Mais surtout, moi, je me suis dit « Mais comment ils ont eu l'idée d'en parler ?» Enfin, vu qu'en fait, ça n'existe pas vraiment tel qu'ils le décrivent. Ah oui, mais en fait, c'est un fantasme du sentiment amoureux. C'est la version idéalisée, comme tout, en fait. C'est pour ça que c'est de la littérature. Et c'est marrant, parce que je trouve on fait énormément de disclaimers, par exemple, sur le porno, en disant « Attention, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas comme ça qu'on fait l'amour ». Et je pense qu'on devrait, dans une certaine mesure, éduquer les gens en disant « Attention, c'est pas comme ça qu'on aime.
Parce que si tu aimes de cette manière, tu es extrêmement toxique. Quand tu regardes Notre-Dame de Paris ou Le rouge et le les pièces, noir. le Rouge et le Noir, des pièces d'Alfred de Musset, où tu te dis, le mec, la meuf, elle lui dit, bah en fait, tu m'intéresses pas. Alors il se met à pleurer en dessous de son balcon et à limite se taillader les veines. Tu regardes Roméo et Juliette, le mec, c'est une famille opposée. Il vient sous son balcon, il la prend, il prend du poison. Tu te comportes comme ça dans la vraie vie, va en prison, s'il te plaît. Laisse-nous Oui, ou tranquille. chez le psy à minima. Un petit peu, oui. Mm. Faut démarrer une Ne faites thérapie. pas comme Félix. Exactement. Est-ce que tu penses qu'il faut montrer le réel? Oui, alors ça, c'est la première phase de ma colère, ça a été de me dire, c'est faux, pourquoi vous le faites? À cause de vous, maintenant, je sais pas aimer, je suis incapable, j'ai pas les bons outils. Ensuite, je m'interroge, je commence à aimer les premières femmes de ma vie, et je réalise que vouloir raconter le réel, c'est plus de la littérature, c'est du journalisme. Et on a besoin de rêves, on a besoin de fantasmes, on a absolument besoin de, comme tu l'as dit tout à l'heure, hors caméra, un peu de superficialité, enfin de légèreté. On a besoin de sortir, de s'évader du réel. De K-drama. Et je pense que la littérature, la poésie, l'art, la sculpture, toutes ces formes-là sont des échappatoires à la dureté du réel. Et évidemment qu'il faut raconter le réel et qu'il faut le connecter aux gens. Mais on a besoin de fantasmes. Et je suis pas du tout en guerre avec le fantasme. Et c'est pour ça que parfois, quand je vois des gens qui rentrent en guerre contre l'idée de la littérature ou contre l'idée de, tu vois, même parfois de la beauté, etc., en fait, ces choses-là ne sont problématiques que si elles sont omniprésentes et qu'elles font loi dans le réel. C'est pas ce qu'elles doivent faire. Elles doivent être remises à leurs endroits, dans les musées, dans les salles de spectacle et dans les albums de musique. C'est là où elles doivent être. Dans nos rêveries le soir, quand on se couche. Le vrai monde, quand t'aimes quelqu'un pour de vrai, c'est pas avec ces armes-là qu'il faut partir. C'est pas la même chose. Ça porte le même nom, mais c'est pas la même chose. Comment tu... Ah non, c'est un comment. Je refuse. C'est terminé. Pourquoi penses-tu avoir aussi peur, parce que j'imagine que c'est ce que cache cette colère, de la mort? T'as pas peur un peu, toi? Alors, personnellement, j'ai vécu une phase très horrible niveau santé mentale qui m'a fait vachement relativiser la mort. Finalement, tu sais, parce que en fait, c'est l'absence de bonheur, mais c'est aussi l'absence de souffrance. Oui, oui. Donc, quand tu souffres trop, bon. Oui, je comprends. Bah, c'est le questionnement que Albert Camus fait dans Le mythe de Sisyphe, qui a été mon livre de chevet pendant longtemps, où il dit que face à l'idée de l'absurde, enfin face au monde sans sens et à l'idée de la mort, enfin, non, c'est pas ça. Enfin, comment dire? J'ai peur que les gens, j'ai peur que les littéraires me... heureux. Ouais, exactement. Mais en gros, face au non-sens de l'existence, il existe plusieurs solutions. Il existe soit l'esquive. En gros, il existe la mort, c'est-à-dire le monde n'a pas de sens. Ciao les nazes. Il existe la superstition. Le monde n'a pas de sens, mais en fait, si, il en a un. La religion, l'espoir que peut-être après, il y a de la survie, machin. Et il existe, du coup, la révolte, c'est-à-dire le concept de le monde n'a pas de sens, mais c'est dans ce non-sens que je vais trouver le sens de ma vie. Et il faut imaginer Sisyphe heureux. C'est parce que sa tâche n'a pas de sens qu'il arrive à faire naître sa joie. L'acceptation de l'absurde. Ouais, c'est l'acceptation de enfin, c'est pas l'acceptation de l'absurde, mais ça, c'est la révolte. Enfin, l'homme, on appelle ça l'homme révolté. Enfin, c'est comme ça qu'il l'écrivait, mais... et moi, j'espère, enfin, je juge être un homme révolté. Je suis pas tombé dans les superstitions, je crois en rien de particulier. J'ai décidé de ne pas mourir, parce que ce fut un choix aussi. Comment tu vas faire? De Pas mourir? Ah non, je veux dire, je décide de ne pas me suicider, je veux dire. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Ah, donc tu y as pensé? Bien sûr, oui. La vie est suffisamment longue et les étapes suffisamment dures que pour un moment ou un autre, ça te traverse l'esprit. Enfin, je pense que tout le monde y a pensé un jour. Ouais. Et maintenant, tu l'aimes tellement que tu ne veux plus la quitter. La vie? Non, c'est pas que je l'aime. On danse ensemble. C'est... Il y a des choses magnifiques dedans, il y a des choses terribles, et j'en rentre en combat avec les choses terribles et j'accueille grands bras ouverts les choses merveilleuses. Mais en fait, ce qui, moi, m'a permis de rester aussi, c'est de savoir qu'on était plein. J'aurais été tout seul dans ces conditions, je pense que je serais parti. Ce qui, moi, me touche, en fait, c'est l'empathie envers tous les gens avec qui on vit. C'est quand même merveilleux de se dire que sur l'histoire de l'univers, enfin, dans cette petite parcelle, il a fallu qu'on naisse tous plus ou moins en même temps et qu'on se croise. Et on se croise dans le néant. Derrière nous, il n'y a rien. Avant nous, il n'y a rien. Ça me fascine. Et donc, j'ai beaucoup de tendresse pour les vivants. Pour les jeunes, les vieux et tout. Quand je nous regarde tous là, je me dis, putain, on est là sur ce caillou perdu. En même temps, au milieu du rien, genre c'est fou.
Et de savoir que des gens ils sont tristes, que des gens partagent les mêmes angoisses le soir en se disant putain, je fais pas assez, je suis pas assez grand, pas assez petit. Il y a un truc où j'ai envie d'être là et de rendre la fête réjouissante. Je veux qu'avant de partir, on foute le sbeul, le bazar. Je veux qu'on s'amuse un peu, qu'on gratte nos initiales, tu sais, sous le plancher. J'ai envie qu'il y ait un truc. C'est pas grave si la mère, elle vient, elle retire le sable. J'ai envie qu'on. C'est Alfred de Musset qui, je crois, a écrit Il faut bâtir son. Ou alors c'est. Je sais plus. Bon, il y a un auteur qui a écrit Il faut bâtir son château de cartes dans la tempête. Et je trouve ça merveilleux. C'est toi qui parles du désir de la mer? C'est Saint-Exupéry, ouais. C'est Saint-Exupéry qui a écrit une des citations que je partage dans les milieux scolaires parce qu'il me semble que c'est vraiment l'ADN de comment transmettre. Il dit si tu veux construire un bateau, ne donne pas des ordres aux gens, ne leur dis pas où trouver la corde, où trouver la voile. Si tu veux construire un bateau, donne aux gens le désir de la mer. Qu'est-ce que c'est vrai? Il n'y a rien de plus vrai. Dès que quelqu'un est passionné par un truc, tu peux le laisser 1 heure dans une salle vide, il va trouver le moyen de t'inventer, il va gratter les choses pour prendre de la matière. Et les gens passionnés trouvent des solutions. Avoir la tête remplie de flotte, ça te fait pas devenir un marin. Alors qu'avoir terriblement envie de voyager, tu te ferais un bateau de fortune avec un palmier, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mette en place pour que plus de gens cultivent ce désir de la mer? Il faut revenir à une transmission par la passion. Les gens passionnants sont des gens passionnés, les gens passionnés sont des gens passionnants. Au lieu de vouloir instruire, enfin de cette posture un peu de je vais te remplir la tête de choses savantes et de choses importantes, retiens-les, truc de Pythagore, machin, un truc, et puis tu verras plus tard, ça te fera peut-être sens. Au lieu de faire ça, on devrait plutôt aller chercher le sens, aller rechercher même les questions. Tu parlais des commandes et pourquoi, etc. Enfin, il y a un truc de... Si tu transmets le mystère aux gamins, les gamins eux-mêmes vont bondir sur les réponses et les questions en mode « Ah ouais, mais c'est pour ça que ça... » Si tu dis on est là sur Terre et on se demande comment a démarré l'univers. Comment est-ce qu'il a démarré? Alors du coup, tous les gamins ils vont se dire, je sais rien comment ça a démarré l'univers. Et tu fais, bah, en fait, nous, on a pu observer que l'univers actuellement est en expansion. C'est sûr, un gamin il va dire, mais attends, mais s'il est en expansion, ça veut dire que si on remonte le temps, il se rétracte. Ouais, et du coup, il se rétracte, et à un moment, il peut plus se rétracter. Exactement, ouais, c'est ce qu'on appelle le Big Bang jusqu'à présent. Avec une anomalie au centre. Enfin, et en fait, tout ça, ça provoque la stupéfaction. Ouais, et puis l'appétence, l'appétit de je veux savoir, je veux comprendre. Et au lieu de dire en 1783, le théorème, on s'en branle. Genre, pose-nous les questions, les mystères là. J'ai envie de me prendre un peu la tête et d'être passionné par les gens qui ont trouvé des solutions. Enfin, quand tu regardes Albert Einstein avec tout ce qu'il a amené, qui était complètement arythmique avec sa génération, son époque, tu te dis mais quel génie! Léonard de Vinci aussi. Oui, oui. Et leur génie est même pas dans leur théorie. Le génie est dans le fait qu'ils y aient pensé. Toutes les expériences de pensée d'Albert Einstein, c'est simple comme bonjour. Un enfant aurait pu le faire. L'idée de t'es dans un ascenseur, tu peux pas voir au travers, t'es incapable de savoir si t'es en chute libre ou pas. Un enfant aurait pu le dire en fait. Mais tout ça, en fait, ça fait découler toutes les théories derrière. Enfin, c'est merveilleux. Comment est-ce que toi, tu progresses? Je lis, je rencontre, j'écoute. Et j'ai la certitude toujours que je sais pas assez de trucs, que je suis bien trop bête et que j'ai beaucoup de chance parce qu'on me donne énormément l'occasion de parler, mais j'ai bien plus l'occasion de parler que de choses à dire. Et donc ça m'oblige constamment à être dans l'appétit de savoir plus. Puis j'ai envie de comprendre. J'ai tellement envie de comprendre. J'espère mourir après avoir compris plein de trucs. Sur l'univers, sur la vie, sur les gens, sur l'amour, sur moi-même. J'ai pas envie de laisser des mystères derrière. J'aimerais bien que ma dernière phrase ce soit « Ah, d'accord. » Make sense. Ouais, c'est ça. Ça va, grand-père? Et là, est-ce qu'il y a des compétences que tu as particulièrement envie de développer? Tu as touché à quand même pas mal de différents univers. Après, c'est vrai, tu le disais, ça reste autour de l'art et de la créativité. Est-ce qu'il y en a encore que tu veux acquérir? Ça tiendrait qu'à moi, j'aurais voulu tout. J'aurais voulu tout acquérir, tout essayer.
J'aurais Ouais. voulu vivre 1000 vies, vivre dans 1000 pays. J'aurais aimé être menuisier, j'aurais aimé être professeur de ski, j'aurais aimé faire du parapente. Non, n'en fais pas. J'aurais aimé Grand risque de être mort. un chat, j'aurais aimé être une femme, j'aurais aimé... En fait, j'aurais voulu vivre 1000 vies et tout savoir et tout comprendre et avoir toutes les panels en partant, le bagage rempli qui déborde. Je vais devoir me limiter à moi-même. Je ferai ce qui se propose, je ferai ce qui vient, ce qui me fait envie, ce qui m'amuse, ce qui amuse les autres aussi. J'ai plein de... Ouais, j'ai envie de faire plein de choses qui font sens, qui pourront... Il y a quoi sur ta bucket list? Actuellement, là, je prends des cours de chant pour l'album. C'est déjà monumental. J'ai repris le dessin. C'est quelque chose que j'avais arrêté pendant longtemps. J'ai repris le sport aussi. C'est quelque chose que j'avais jamais osé faire. Par exemple, là, j'ai commencé la course à pied depuis 2 ans. C'est quelque chose que j'avais jamais vraiment fait. Je fais des trails, enfin des Waouh. ultra-trails même. Enfin, c'est Super épisode avec Mathieu invraisemblable. Blanchard, je mettrai dans la C'est barre de vrai. Bah, description. je l'ai rencontré là-bas. Je l'ai rencontré Ouais. dans le désert. Et merveilleux. Cajou. Ouais, casual, on s'en dans le désert. Et de se dire, enfin, si tu remontes dans le temps, que tu vas voir le gamin de 16 ans qui est tout maigrichon et tout, et qui est un peu solo, qui est un peu bizarre, et tu dis, mec, dans 10 ans, tu vas te taper 250 bornes dans le désert du Sahara en autosuffisance alimentaire, T'as fait et le tu marathon vas des gérer, sables oui, et tu vas le gérer. Personne n'y croit. Moi-même, je signe pas. Mais oui, j'ai vu une vidéo Oh, et je voulais te demander une question fondamentale. je t'en prie. Pourquoi? C'est un pourquoi. T'es-tu fait tatouer Carpe Diem sur le pectoral gauche? Je m'étais, parce que je l'ai détatoué. Tu l'as détatoué? Ouais. Ah ouais, donc tu t'es dit, il y a quelque chose de... Qu'est-ce que tu t'es dit pour vouloir le détatouer? Parce que je l'ai fait en insolence. Mes parents m'avaient dit non. J'avais, je crois, un truc comme 16-17 ans. J'étais trop jeune. Et je l'ai fait malgré tout. J'ai négocié. Je l'ai fait un peu en scred. J'étais très fier. J'étais à l'internat. Les gens, ils sont là en mode « Waouh, t'as un tatouage Carpe Diem !» Ça veut dire quoi? Ouais, c'est ça. Et puis en plus, à l'époque, il n'y avait vraiment pas encore cette hype autour de Carpe Diem. C'était vraiment... Moi, je l'avais fait pour le Cercle des Poètes Disparus. Avec Robin Williams qui enseigne à ses élèves en leur disant Carpe Diem, et ça m'avait bouleversé. C'est même un impact sur mon chemin artistique. Le Cercle des Poètes Disparus, quoi. Ouais, c'est un putain Et en de film. fait, je me le tatoue pour cette raison. C'est trop stylé, j'aime trop. Et d'un coup, d'un seul, on ne sait pas pourquoi, il y a un tas de petites merdes, Dis-le. Dis-le. des tas de petites merdes qui pop ici et là, et qui se mettent à en faire une sorte de mode un peu superficielle, un peu nulle, sans même trop comprendre le sens. Ils confondent ça avec YOLO. de l'hédonisme un peu, enfin bref, de la merde, et ça devient une sorte de courant chiant. Et je deviens une petite pichate, quoi. Je deviens un petit nul. Et Alors je- même que tu venais d'en sortir, quoi. Ouais. Alors que j'étais cool avant. Oh, le nul. Et d'un coup, en fait, le truc qui était trop stylé en douche à l'internet, et là, d'un coup, ça devient ringard. Et je compte plus le nombre de fous rires que j'ai eu avec des filles après des rendez-vous, tu vois, genre, tu commences à t'embrasser, tu retires ton t-shirt et elles font non, pas toi, pas ça. Et j'avais l'impression que ça me reléguait à une époque qui était révolue. Et ce mot ne faisait plus aussi sens pour moi aujourd'hui. Donc j'ai décidé de le détatouer. Je suis ravie d'avoir posé la question. Ouais. Je suis dépité que tu l'aies posé. Je vois tout dans les moindres C'est détails. clair. Non mais tu vois, au moins comme ça, les gens auront une explication. Peut-être que j'étais pas la seule à me poser la Oh, question. waouh. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu regrettes de ton enfance ou ton adolescence, où tu regardes aujourd'hui avec le regard de Félix qui a... T'as eu 30 ans ou tu vas avoir 30 Je ans? vais les avoir le 15 octobre. Bientôt 30 ans. Et tu le dirais ça, fais-le différemment. Oui, bah on peut que avoir des regrets. De toute façon, c'est pareil, c'est Kundera qui dit une fois c'est rien, une fois ça ne compte pas. Il dit presque la vie est une esquisse de la vraie vie, puisqu'en fait hein, tu fais les brouillons et puis il faudrait pouvoir de ce brouillon s'appuyer sur ça, mais en fait c'est même pas une esquisse parce que l'esquisse sert justement à un vrai tableau alors que nous on n'aura pas de vrai tableau. C'est merveilleux Kundera, il faut absolument le lire. Mais je n'ai que des regrets. Enfin, C'est vrai? bah, j'en ai plein, oui, évidemment. Il y a des Mais tu fois n'as où pas j'aurais que trop. ça. Non, j'ai pas que ça, mais j'en ai beaucoup dans la besace, j'en ai beaucoup dans le sac. Des fois où j'ai trop parlé, des fois où j'en ai pas assez dit. Des fois où j'ai laissé partir et j'aurais pas dû. Des fois où j'aurais dû partir et j'ai pas été. Des comportements que j'ai pu avoir, parce qu'en fait, t'apprends. Bah, quand t'es un ado, forcément, les colères, tu les apprends. Les chagrins, tu les apprends.
Ouais, j'ai des regrets, bien sûr. Après, c'est cet amoncellement de réussite et d'échecs qui m'a fait m'arriver là. Et on doit rien regretter, en fait, faut avancer. Donc, c'est peut-être pas des regrets, disons que ce sont plus des formes de. Des leçons. Ouais, des leçons, des petits échecs, des petits trucs. Mais c'est ça qui fait que ce que je suis aujourd'hui. Et comme on se l'a dit, en fait, tu peux pas apprendre si tu te trompes pas. T'es obligé de faire des erreurs. Et si t'en fais pas, si t'en as jamais fait, c'est trop bizarre. Et c'est un peu même inquiétant. J'ai pas très envie de traîner avec quelqu'un qui a jamais fait de bêtises. Au contraire, moi, je veux traîner avec les gens qui font que se gourer. Parce que s'ils se gourent, c'est qu'ils essayent des choses, ils sortent de leur zone de confort. Et c'est pour ça qu'on est là aussi un peu. Je suis un homme à erreur. Je suis un homme à problème. Je suis un homme à soucis. Enfin, ça m'arrive à. Déposez vos CV pour travailler avec Félix. Oui, c'est vrai que ça donne pas très envie comme ça. Je suis un homme à problème. Quel enfer. Dans ta bio Dans le Inge. beau sens du terme, dans la bio itch. Je suis un homme à problème. Non, mais je fais beaucoup d'erreurs, beaucoup de maladresses, mais c'est en fait la distinction, c'est que je pense qu'il faut toujours s'interroger sur l'intention en fait. Il y a des gens qui font des choses négatives avec l'intention de blesser, l'intention de casser. Moi, c'est jamais mon intention et c'est ce qui peut-être me rapproche de ma maman. C'est on fait beaucoup de bêtises dans ma famille, mais on le fait toujours avec beaucoup de cœur et beaucoup d'amour et beaucoup de volonté de bien faire et ça pardonne tout, je pense, dans une certaine mesure. Tous les gens qui ont fait des conneries dans ma vie, qui m'ont blessé, et où je sais qu'en fait, c'était pas de volonté, c'est juste parfois de la survie, parfois une maladresse, une incompréhension. Comment tu veux leur en vouloir? C'est pas grave. Et on est dans le monde, on est tous serrés les uns sur les autres, il y a bien un moment, on va se manger un coup de coude. C'est pas grave. C'est le jeu. Hein. C'est comme dans le métro, en fait, il y a un truc de. Allez. Trouve ta place. Ouais, 3, trouve ta 2, place, 1, mets-moi un c'est coup de parti. coude, c'est pas grave, allez, vas-y. Je vais subir ton odeur quelques secondes. J'aurais pu t'as fait un face caméra en plus quand t'as dit Non, ça. non, Ah, ok. je vais subir ton. Non, je regardais Je là-bas. pense qu'il a Dans regardé le. la cam en Imagine. mode. Je vais subir. Le mec, c'est genre. C'est dédié à toi, auditeur. C'est de là où le mec il fait. Et oui, cher spectateur, mets-moi des coups de coude. Le mec starné. Comment est-ce que tu penses que tu serais différent si tu n'avais pas découvert la littérature? Waouh, si j'avais pas découvert la littérature. Qui es-tu devenu grâce à la littérature? Je suis devenu grâce à la littérature. Aucune idée à quel point la sensibilité aurait trouvé un autre spectre artistique pour s'exprimer, la sculpture, le dessin. Je suis pas sûr. Je pense que si j'avais pas eu la littérature comme média, comme médium, je pense que je serais mort. Je pense que je serais mort. C'est naze, ça sonne un peu bateau et tout chiant. Ouais, ça sonne un peu bateau, un peu nul. J'ai pas envie que ça sonne ce que ça sonne, mais ouais, je pense que je pense que je serais mort. Comment tu fais pour faire en sorte que cette flamme continue à t'apporter de la chaleur malgré les répétitions, malgré les galères, malgré les critiques, malgré parfois aussi l'absence d'inspiration? C'est quand même ce que je trouve très difficile dans les métiers créatifs. C'est qu'il n'y a pas de bouton on-off, malheureusement. C'est sûr, ouais. Comment t'arrives à l'entretenir, toi? Je pense que il faut pas rentrer en guerre avec son inspiration. En fait, d'ailleurs, le mot inspiration, il est amusant parce que ça fait référence à, tu sais, à la respiration. Et pour moi, il y a l'inspiration et l'expiration. Et l'inspiration, c'est le moment où justement t'inspires. Et donc, tu prends plein de choses. Tu lis, tu vas voir tes potes, tu bois des coups, tu refais le monde le soir en fumant un pétard. Enfin, tu tombes amoureux, tu vas au cinéma. Enfin, tout ça, c'est. Tu te remplis le ventre de couleurs et de sensations, de drames et de vertiges. Et c'est ensuite vient le moment de l'expiration où ce trop-plein de toi, il faut qu'il surgisse, il faut qu'il émane comme un genre de volcan. Et pour moi, l'art, enfin l'écriture, ça vient souvent comme des sursauts de... Faut que je lâche ça quelque part parce que sinon, genre, je peux plus avancer. Et c'est rarement quelque chose qu'on provoque. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de bouton on-off. C'est rarement moi qui me dis « Bon, maintenant, je vais écrire quelque chose de bien. » Je ne sais pas le faire et quand je l'ai essayé, c'était terriblement nul. Moi, tout ce que je sais faire, c'est être rempli d'un truc qui me serre le bide, qui me bloque la gorge et de devoir le dire pour que ce soit en dehors. Voilà, c'est comme ça que je fais. Je rentre pas en guerre avec les pages blanches, je les accueille. S'il y a rien à dire, il y a rien à dire. Peut-être que quelqu'un d'autre est en train de parler. Lis, va voir des films, écoute de la musique. C'est bien aussi de se taire. Et parfois les silences sont plus chargés que les mots. Trop de gens ont peur du silence.
Pareil, Materlin qui a écrit des livres merveilleux. Il y a un livre qui s'appelle Le Trésor des humbles, où il fait une déclaration d'amour au silence. Dans notre génération, on a trop tendance à vouloir parler constamment pour exister, sur les réseaux, prendre la place, pas la céder, être au devant de la scène sous les projecteurs. Et se réconcilier avec l'idée de parfois céder la place, parce que c'est plus ton tour de parler, parce que t'as plus rien d'intéressant à dire, et parce que le silence aussi, on s'y recharge, ça fait du bien. C'est pas grave de rien avoir à dire. Je pense que ça nous ferait tous du bien, en fait, de se dire c'est quoi, je posterai quand j'aurai quelque chose à dire. Ça a été une grande conversation que j'ai eue, par exemple, avec ma maison de disques, qui m'a dit maintenant qu'on sort un album, il faut que tu postes, peut-être une fois par jour, pour relancer les algorithmes et tout. Et je leur ai dit non, ça n'a jamais été ma philosophie. Je posterai quand on aura des choses intéressantes à faire. Ils m'ont regardé. Ouais. Comment ça? Et ils m'ont dit mais ça marchera jamais. Pourquoi tu fais ça? Et moi, je suis sûr que si tu as quelque chose de cool à dire, ça marchera. Et jusqu'à présent, merci Instagram, merci Facebook, merci TikTok, ça a toujours porté plus ou moins. On a toujours été dans les bons. Ça va. Non, mais il y a pas. Je pense que il faut pas commencer à établir des règles, surtout en effet au niveau de la créativité ou du partage. Ça doit tellement venir de toi et ça sera tellement mieux réceptionné ainsi. Bah, il y a Ben Mazué dont tu parlais, qu'on a reçu sur le podcast, qui lui, pareil, il est pas très présent sur Insta en vrai. Hein. Non, il est pas très très présent. Big up Ben si tu nous écoutes. Mais ça l'empêche pas d'être très écouté et d'être très apprécié parce qu'en fait, quand il parle, quand il prend la parole, c'est pas pour rien. Totalement. Et puis c'est ce pourquoi on l'aime aussi, c'est pour son authenticité. On oublie qu'on peut être aimé pour plein d'autres raisons que de juste être bavard. On peut être aimé parce qu'on est rare, parce que ce qu'on dit est intéressant, parce que on est sniper. Enfin, il y a. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? C'est quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois? C'est il y a. Enfin, tout est une première fois, la vérité. C'est des phrases bateau, j'ai envie de me flinguer quand je fais ça. Tout est une première fois, c'est notre première rencontre, la première fois que je fais ce podcast. Oh, ferme ta gueule. Bêtisier. À préciser. La première fois, c'était il y a genre 4 jours, j'ai fait mon premier concert devant des gens. La moitié de l'album, c'est la toute première fois que je portais du coup un spectacle musical que je chantais. Et j'ai retrouvé la sensation de petit Félix, 15 ans, qui monte pour la première fois dans les coulisses de sa scène pour faire son petit spectacle. Et qui a le bide. Ça, c'est particulier. Quand tu t'habitues au théâtre et que tu te dis c'est bon, maintenant c'est mon métier, je gère, j'ai plus trop le stress d'avant-scène, etc. Et que tu retrouves dans la coulisse la sensation là, terrorisante de se dire oh, putain, est-ce qu'ils vont bien m'aimer? Est-ce qu'ils vont aimer ce que je fais? C'est merveilleux. C'était ma première fois il y a 4 jours. Bravo. Ah, tu me diras bravo si ça fonctionne. Bah non. Je dis bravo parce que t'as aimé ça. C'est bien vrai, j'ai bien aimé. Si Bravo tu pouvais à toi. entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu voudrais entendre? En artiste? Non, qui tu veux. En vivant? Vivant. Ok. Qui je veux? J'ai l'impression qu'il y a une sorte de guerre stratégique dans ma tête parce que si j'en cite un, il y a tous les autres qui tirent la gueule. Oh. Non, j'ai envie de faire la belle promo de tout le monde, moi. Je sais qu'on est connus, mais quand même pas à ce point-là. Non, bah si, excusez-moi, attendez. Qui on aimerait bien recevoir dans cet endroit? Toi, fondamentalement, vraiment premier degré, qui est-ce que tu aimerais entendre 1h30, 2 heures, à cœur ouvert? Bah, en fait, j'ai regardé là quand je suis arrivé dans les invités que tu as reçus, et il y a déjà plein d'artistes dont j'admire le travail et de qui je suis content que tu les aies déjà reçus. Tu vois, on t'a parlé de Ben Mazué, je trouve ça chambé. Ça a l'air d'être un exemple d'artiste qui j'aimerais. En fait, j'aimerais. C'est naze, mais il y a des artistes qui sont pas encore très connus, tu vois. Il y a des gens qui n'ont pas encore le public qu'ils méritent et qui sont pour moi des stars. Parce que star, pour moi, ça veut pas dire que tu as un public qui est déjà acquis. Il y a des gens, tu sais, c'est des stars. Et moi, je pense à deux jeunes artistes. Enfin, il y a Baptiste Ventadour et Hélène Sio, qui sont des artistes merveilleux et qui ont une immense sensibilité et qui ont ça des stars d'avant. Enfin, elles sont nourries d'une sorte de... Tu vois dans leur regard qu'il y a un... Il y a le truc en plus, il y a le truc en moins, je sais pas. Et un jour, j'espère que ça va décoller de ouf et qu'ils se retrouveront là et qu'ils pourront partager leur grande sensibilité avec ton public et puis avec toi. Je leur souhaite de tout cœur, voilà.
C'est une réponse un peu nulle, mais Arrête de juger j'arrête tes de me propos. juger. C'est Ouais, pas une ouais. réponse nulle du tout, parce qu'en fait, ils sont merveilleux. Mais j'aurais aimé te dire une star et tout. Mais ce sont des stars, et le monde un jour le saura. Ouais. Je vais te poser la dernière question du podcast, la question signature. Imagine que... Tu sais quoi, j'ai presque envie de te faire l'exercice. Imagine, demain, tu changes de planète. T'as envie d'aller Ça me voir va. ce qui se passe ailleurs. Une planète habitable ou une planète terrible? Habitable. Mais ce qui compte, c'est que tu quittes la Terre Ok, et que tu ne peux plus jamais revoir toutes les Les gens. personnes que tu aimes. ok. On ne peut plus retrouver ton travail, ni tes écrits, ni tes pièces, ni tes musiques. Tu peux seulement écrire sur une feuille de papier les 3 enseignements qui te paraissent les plus importants que tu as envie de laisser derrière toi. Qu'est-ce que Oh my tu God. écris? Ah bah j'en ai 2. Donc j'ai droit à 3 enseignements Ouais. avant de partir. Voilà. En mode Félix nous a dit que... Félix nous a dit, le grand prédicateur. C'est 3 points, quoi, c'est tout petit. Hein. Ah bah super, vas-y, dis-nous tout. Moi, j'ai marqué soit doux, soit sincère. Il est urgent d'aimer. Je pense à partir là-dessus, ça me paraît honnête parce que tu fais un bon être humain comme ça. Être doux, c'est essentiel. Être sincère, c'est ultra important. Et il est absolument urgent d'aimer. Eh bien merci Félix Merci à toi. pour ce souvenir que tu nous laisses et pour cette conversation qui était très inspirante. Merci à toi pour toutes tes questions et tous tes comment. Bah j'ai eu quelques pourquoi aussi quand même. Oui, c'est vrai. C'est pas juste là ce que tu... Ouais, hein, c'est vrai, je suis c'est une injuste. attaque déguisée. Je suis- Pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur toi, ton travail, ton nouvel album, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Bon, sur les réseaux sociaux, c'est les plus simples. Après, ça dépend les générations. J'imagine. Le mec fait des catégories avec les vieux sur Facebook. Non, sur Instagram, je pense que c'est plus simple. Enfin, sur Instagram, il y a toutes les infos. Sinon, sur Google, Tu tapes mon nom et puis tu ouais, trouves. tu tapes ce que tu veux, ce que tu peux surtout. Je sais pas, oui, sur Internet. Je mettrai tout ça dans les notes C'est gentil, merci du beaucoup. podcast et j'espère à très vite. Bah, merci beaucoup de ton invitation, c'était cool. Merci.